Nous poursuivons, on finit maintenant avec le Togo. On parle du Petrol Gate cette fois-ci, le jugement qui a eu lieu le 4 novembre dernier. Le tribunal de Lomé a donc reconnu coupable Ferdinand Haïté, directeur de publication de l'Alternative, et son journal, donc coupable de diffamation sur la personne de Fabrice Adjakli. Le directeur de publication et son journal ont été tous deux condamnés à verser une amende de 4 millions de francs CFA, mais également à reproduire la décision de justice et à écrire un démenti sur les accusations portées contre l'accusation. Et naturellement, donc, au niveau du journal et de son directeur de publication, on juge ce jugement inique et ils ont fait appel de la décision. D'abord, avant d'évoquer cet appel, le verdict rendu, c'était pas une surprise pour beaucoup de personnes. Oui, vous savez, ça fait des années que les Togolais n'ont plus confiance en leur juge ou ne croient plus à la justice togolaise. Vous savez, la justice togolaise, il y a beaucoup qui disent que cette justice a déjà scellé son déshonneur. Et donc, les Togolais n'entendent véritablement rien de cela. Ils savaient que ce serait peut-être la finalité donc, de cette histoire, mais sauf que, tel que tu venais de le dire, Ferdinand et son journal ont relevé donc appel donc de cette décision et ils vont saisir les juridictions de recours et puis on verra ce qui en sera. Et sur ce plateau, j'avais évoqué un fait en me fondant sur le rapport donc du HCDH de 2013 où dans ce rapport il disait quelque part, à l'époque c'était Madame Igueola Tokombo qui était en charge, qui disait que dans certains dossiers dits sensibles, c'est ce que dit le rapport, que dans certains dossiers dits sensibles, il y a des juges qui vont voir donc les ministres pour savoir l'orientation à donner donc à la procédure. Et vice versa, il y a aussi certains du moins ces ministres qui font presque qui demandent donc aux juges d'orienter du moins l'affaire d'une autre manière sous menace donc d'affectation punitive. Voyez-vous? Donc ça, c'est le rapport qui le dit. C'est le rapport du HCDH de 2013. Donc lorsque vous voyez tous ces éléments, vous conviendrez avec moi que la justice togolaise n'est pas du moins tellement impartiale lors donc sur certains dossiers. Maintenant, même si aujourd'hui je refuse de croire peut-être à une instrumentalisation de la justice togolaise, je me dis que cette décision rendue par le tribunal de première instance de Lomé et qui condamne donc notre confrère à verser 4 millions donc à l'accusation, je me dis que c'est peut-être une décision un peu tirée par les cheveux parce que il y a un fait nouveau qui est donc le rapport d'audit. Le rapport d'audit, ce rapport d'audit donne plus de l'eau au moulin à notre confrère. Je propose qu'on revienne tout de suite sur ce rapport d'audit. Je vais prendre la réaction aussi de Chris Ega sur le verdict. Il vous semble juste? Bon, la loi, c'est la loi. Maintenant, par rapport au contenu, je crois que mon frère Béni tout à l'heure est en train d'évoquer cet audit-là. Je sais qu'on va en parler tout à l'heure parce que cet audit-là est intimement lié. Ce qui en est sorti est intimement lié au procès qui est fait maintenant. Il y a quelque chose. Procès, pour beaucoup de personnes, c'est assez relatif parce que il ne faut pas qu'on oublie de le dire. Ce n'était pas le procès du Petrol Gate qui se jouait. C'était juste un procès en diffamation intenté par quelqu'un qui dit que le journal, par exemple, la personne était, en tout cas en l'occurrence Fabrice Adjakli, accusé par le journal de disposer d'un ranch en Afrique du Sud, de disposer d'une Mercedes de haut standing, d'un certain nombre de choses. Et la personne disait, je n'ai rien de tout ça, vous m'avez simplement
diffamé. Donc, ce n'est pas le procès du Petrolgate. Oui, voilà. Donc, je crois que vous avez bien fait de situer les choses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il n'y avait pas à condamner notre confrère ni le journal à une amende. Parce que, vous savez, lorsqu'un journal est un journal bien informé, qui fait son travail, le journal a une réputation, le directeur du journal a une réputation. Si tel est le cas, que ce que Ferdinand a publié contrevient à l'éthique de la fonction du journalisme, c'est généralement dans les pays développés, c'est l'opinion qui juge. Je crois que dans les pays développés où nous avons appris le journalisme, je crois que l'opinion est généralement juge de ce que dit ou de ce que ne dit pas les journaux. Et la liberté même d'expression commande dans ces pays-là que le journaliste soit laissé à ses dépens, laissé à sa conscience et laisser l'opinion juger. Mais je constate que au Togo, on condamne à 4 millions, 2 millions d'amendes. On aurait pu tout simplement laisser l'opinion juger, parce qu'il est vrai que le journal n'a pas apporté la preuve de l'existence du ranch ni des voitures. Mais peut-être que ce qui se fait généralement, c'est que vous envoyez un droit de réponse où vous dites le contraire de ce que vous avez dit, où le journaliste est contraint de reconnaître que ce qu'il a dit est faux. Et je crois ça, déjà, c'est à la charge du journaliste. Pas de reconnaître, mais de donner votre version des faits. Oui, c'est-à-dire vous donnez, lorsqu'il publie deux choses contradictoires, ça voudra dire que quelque part, il y a problème. Ça, c'est l'opinion qui va juger. C'est ce que je dis. Moi, je me tape sur l'opinion, mais ici, c'est qu'on ne donne pas la chance à l'opinion de se faire sur ce sujet-là, mais la justice intervient pour sanctionner. Mais ce qui se fait généralement, on a vu plus gros dans d'autres pays où on n'est pas allé jusqu'à une condamnation pécuniaire, mais seulement on estime que ce qui est dit de faux détruit la réputation du journal et on s'en tient là. Mais aller jusqu'à condamner le journaliste, je crois qu'on est allé un peu trop loin. Il faut qu'on apprenne à forger une opinion qui juge au Togo comme ça se fait ailleurs. C'est ce que je pense de la situation. Oui, comme puisque vous évoquiez tout à l'heure le rapport d'audit, ce qui est dit, et on se rappelle la plainte date de plusieurs mois déjà, et en la matière, est-ce que le rapport d'audit devrait compter dans la mesure où lorsque vous mettez sous presse un article, vous êtes supposé en détenir les preuves pour répondre si éventuellement vous êtes convoqué. Or, le rapport d'audit est postérieur à la plainte. Cela, je crois que ça n'a pas... même si le rapport d'audit est postérieur, le rapport d'audit vient confirmer ce que du moins le confrère a dit. Dans le cadre du procès... Non, quand le confrère dit, par exemple, que l'accusation, quand le rapport, et du moins le confrère dit, ici en citant donc certaines personnes, du moins l'accusation, quand il dit que ils ont détourné de l'argent, par exemple. Et il cite 500 milliards. Il y a 700 millions et presque 12 milliards. Maintenant, mais quand il dit tout cela, et lorsque vous avez un rapport... C'est très loin de 500 milliards. Qui vient aujourd'hui et presque confirmer ces faits en demandant aux personnes incriminées que ces personnes-là soient mises donc à la disposition de la justice, ça veut dire que quelque part, ce qu'il disait n'est pas faux. En partie peut-être. Bon, encore que ceux qui sont indestés peuvent toujours apporter la preuve comme quoi, parce qu'il est dit, l'audit a dit, ils n'ont pas justifié le décaissement. Justement. Peut-être que le justificatif existe. Maintenant, on n'a pas encore entamé cet aspect des choses. C'est pourquoi l'audit dit il faut mettre ces personnes-là à la disposition de la justice. Et l'audit continue de dire, à demander à ce qu'on puisse retirer un certain nombre de choses des personnes citées dans cette affaire-là. Mais jusque-là, et je tiens toujours à le rappeler, c'est un procès pour diffamation.
C'est pourquoi qui je porte dis qu'on a sur- laissé la proie pour l'homme. Oui, Voilà, bon, là, celui qui a porté plainte est libre de porter On plainte. a- pour X ils ont ou Y, laissé la proie pour l'homme. qui porte sur des faits précis. Nous sommes tous journalistes ici. Lorsque vous dites que X a un ranch ici, c'est peut-être parce que vous avez un titre de propriété en son nom. Lorsque vous dites qu'il est propriétaire de tel véhicule, c'est peut-être parce que vous avez vu la carte grise portant son nom et vous êtes sûr que ce véhicule fait partie de son parc immobilier. On a beau tout dire, mais il y a des éléments sur lesquels l'accusation peut jouer pour dire « je suis diffamé ». Vous savez qu'il y a aussi des procès où, après donc, du moins, c'est la décision de justice, il y a de nouveaux éléments qui arrivent, donc, ne serait-ce que pour, du moins, revoir, du moins, la décision. Vous avez vu que dans ce pays, lors donc, du procès donc, d'atteinte à la sécurité de l'État, de Pachagate, il y avait plus tard des gens qui ont déclaré que ils ont fait les aveux sous menace, donc, sous la torture et tout. Et la défense a demandé à ce qu'on puisse reconsidérer, du moins, ce procès-là. Donc, ça veut dire que plus tard, des éléments peuvent... même si vous prenez des décisions aujourd'hui, plus tard, des éléments peuvent peut-être venir disculper. Du moins, c'est la personne incriminée dans ce dossier. On a prononcé des sentences contre des gens et même on a demandé la perpétuité pour ces personnes-là. Mais 20 ans ou 30 ans après, il y a des éléments qui viennent donc disculper cette personne-là. Et dans ce cas, on doit revoir donc la décision de justice. Mais on n'est pas encore dans ce cas. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, parce que si je comprends bien ce qu'il dit... Non, c'est là où j'allais en venir. Lorsque vous prenez par exemple le procureur de la République, qui est presque le ministère public. Normalement, hier, nous dit, il devait quand même surtout saisir de suite audit, là, demander à voir de près ce qu'il y a dedans avant donc de prononcer le jugement. Moi, à mon sens, je crois que c'est ce qui devait se faire. Mais bon, on a laissé tout ça et puis bon. Oui, c'est là toute tout ce qui passionne dans cette affaire, c'est que et on est obligé de restituer la vérité. C'est vrai que on peut être pour ou contre X ou Y, mais on doit le dire. Vous avez le journal qui a publié des articles. On suppose qu'il y a eu des informations, qu'il y avait des éléments pour pouvoir publier des articles. Et que quelqu'un se sent diffamé, qui porte plainte. Ce n'est pas encore un scandale. Plusieurs journaux. Absolument. Voilà, ça existe. Maintenant, il vous est demandé d'apporter la preuve de ce que vous avez publié. Et quand vous n'en êtes pas capable. C'est qu'il y a quelque part ça cloche. Ce n'est pas que quelque part ça cloche. Ça veut dire que ce que vous avez fait s'appelle en matière de droit une dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas... Et puis, c'est vrai que l'alternative n'a pas apporté les pièces à conviction. Il n'a pas pu démontrer qu'il y a eu tel. N'empêche que l'audit a révélé certains dysfonctionnements. Ça, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne le procès... l'audit a révélé des malversations. Des dysfonctionnements. Ben, on verra, parce que là, non, ça, ce n'est pas encore au procès. Là, ce n'est pas encore au procès, parce qu'il est constaté, l'audit a dit qu'il constate qu'il n'y a pas eu les pièces de justification. Mais on ne sait pas si ces pièces de justification existent. C'est pour cela que je parle de dysfonctionnement, parce que normalement, si ça fonctionne correctement, lorsqu'il y a des caissements, il faut qu'il y ait en même temps les pièces de justification. Il ne faut pas que les pièces se trouvent quelque part, alors que là où on a décaissé, ça se trouve ailleurs. Je l'ai précisé, ce n'était pas le procès du pétrole, mais quand on prend les bribes d'informations qu'on a sur le rapport d'audit, ce n'est pas tellement Fabrice ou son papa qui est incriminé. C'est le ministre qui signe, qui faisait les décaissements. Et donc, on a un peu comme l'impression que l'audit est venu mettre plus en cause d'autres personnes que ceux qui sont cités par le journal. En tout cas, ceux sur qui l'attention était focalisée. Oui, c'est exactement ça, puisqu'on avait l'impression que ceux qui étaient cités par le journal alternatif avaient la libre main de faire tout ce qu'ils veulent, alors que ça ne se passe vraiment pas comme ça. On a constaté après que ce n'est pas comme ça que cela fonctionnait. Et puis surtout qu'il s'agit d'un procès en diffamation. Et là, c'est qu'il incombe aux journalistes d'apporter les preuves de ces déclarations, de ces écrits. Cela n'a pas été fait parce qu'il était question d'un contentieux de 500 milliards. Même si on prenait l'audit, le décaissement dont il est question, il y a 11 millions 700, 12 milliards 700 millions.
millions, oui, et voilà. puis ailleurs aussi, il y a 700 millions. Cela ne fait quand même pas, le compte n'y est pas. Cela ne fait quand même pas les 500 milliards dont on a parlé et qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Tout le monde en a dit ce qu'il veut, alors que maintenant, quand le moment est arrivé d'apporter les preuves de cela, on n'a pas vu les preuves et que le journaliste est condamné. Moi, j'interviens sur le fait que lorsqu'on dit qu'on dit 2 milliards, 2 millions ou 4 millions, ou qu'on dise 1 franc, ce qui est en jeu, c'est la réputation. Ce n'est pas parce que le journaliste va sortir maintenant 2 millions et le journal va sortir 2 millions. C'est pas, cela ne répare pas ce qui est fait comme diffamation calomnieuse. Autant alors laisser faire jouer la crédibilité du journal en le condamnant, par exemple, à 1 franc, en le condamnant à reprendre, à publier et le contraire de ce qu'il a fait jusque-là. Mais ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que le journal aujourd'hui ne reconnaît pas avoir fait des fautes. Au contraire, il est resté toujours offensif, alors que ce qui lui est demandé, de fait, il n'a pas pu produire les papiers de justification. Tu l'as si bien dit, lorsque vous dites que vous avez vu quelqu'un conduire une voiture blanche, il faut montrer la photo de la voiture blanche. Et plus que cela, montrer la voiture pour qu'on sache que vous faites du factuel, mais vous n'êtes pas dans des rapports fallacieux, ou vous n'êtes pas dans une condamnation qui salit le citoyen, tout simplement. Et je crois que là, il y a un problème. Il faut qu'on laisse le journaliste juger. C'est difficile à faire par l'opinion au lieu d'aller à la condamnation pécuniaire. C'est vrai que dans cette affaire, il y a beaucoup de passion autour. Et moi, j'aime pas beaucoup quand la passion s'en mêle, mais on y est déjà. Mais il faut quand même être très clair. Et je le rappelle toujours, nous sommes journalistes, donc nous avons toute l'attitude à parler de notre profession. Nous ne nous levons pas du jour au lendemain pour écrire sur des gens. On écrit sur des bases bien précises. Et on livre des faits qu'on peut prouver après. Oui, je crois que c'est vrai que au niveau donc de notre confrère, c'est vrai que à son niveau aussi, peut-être que la passion qui est mêlée quelque part. Parce que moi je me dis que lorsque vous parlez donc de détournement de fonds et vous disiez que la personne a telle voiture et tout ça. Pour moi, ce n'est pas en réalité ce qu'il fallait réellement dire. Maintenant, si vous le dites, normalement, vous devez avoir les preuves. Et jusqu'aujourd'hui, le confrère ne nous dit pas qu'il n'a pas de preuves. Il ne nous dit pas qu'il n'a pas de preuves. Il a avancé également ses arguments devant donc le juge, mais c'est le juge qui finalement peut-être non satisfait par du moins la démonstration donc du confrère à la condamner. En tout cas, les bribes d'informations qu'on a eu du procès, c'est que la réponse du confrère, c'est que il ne peut pas donner ses preuves au risque de livrer sa source. Justement, il a dit, il a ouvertement, moi j'étais obligé, il a dit que les preuves sont confondues donc aux sources. Oui. Et vous savez il également. demandé de dissocier la preuve de la source. Non, on peut pas. Vous savez également que parfois. Mais ça, entre journalistes. Mais vous savez. C'est trop facile. Hein. Béni sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Parfois aussi. On peut pas livrer des gens et tout ça. Mais de quoi que le meilleur que notre confrère devait avoir, c'est d'avoir les preuves. Et non, peut-être laisser les preuves donc au niveau de la source. Vous savez. Maintenant que il a avancé également ses arguments, il a fait sa démonstration et tout. Vous savez très bien avec son conseil. Maintenant, non, c'est vous. Donc c'est le juge qui finalement pense que ce n'est pas assez consistant en termes donc de démonstration et tout, et qu'il a condamné. Le juge a constaté qu'il n'y a pas la preuve, c'est tout. C'est toi qui le dis. Non, mais c'est... Bon, qu'est-ce que toi tu dis alors? Qui n'est pas satisfait et qui va faire donc des recours. Si demain, une juridiction de recours arrivait donc à débouter du moins ce que le tribunal de première instance a fait, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va commencer également
pas censé le confrère. Oui. Donc pour l'instant, rien n'est encore joué. Il y a L'affaire est d'autres. toujours en cours. L'affaire est toujours en cours, donc il y a d'autres choses qui viendront. J'ai bien peur que c'est vrai que le confrère fait appel et c'est tout à fait honorable, mais peut-être au niveau de la cour d'appel, j'ai bien peur que la même question revienne, les preuves. Oui, absolument. Et je crois que ce n'est pas au Togo seulement que ça se passe comme ça, mais partout ailleurs, lorsque vous faites des allégations, vous devez être prêt à en apporter les preuves. Je crois que ça, c'est des faits de droit, et c'est commun à tous les pays qui se réclament de droit. Et lorsqu'on dit par exemple, que la preuve est confondue à la source, on sait que le journaliste n'a pas le droit, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il est obligé il est obligé de livrer sa source. Normalement, le journaliste ne livre il pas. Il n'est pas obligé de livrer. Bien sûr, c'est-à-dire, c'est ce que je dis, que le journaliste ne livre pas sa source. Parce que lorsque vous livrez vos sources, vous n'aurez plus d'informations du tout. Donc, vous protégez la source au risque même de votre vie. C'est comme ça. Mais ça, c'est une chose. La source et la preuve, il y a une différence. Il y a bien une. Je crois que c'est des artifices. C'est des artifices de langage. C'est des artifices, c'est des entourloupoupettes, c'est des entourloupoupettes pour ne pas aller clairement à l'essentiel. C'est des artifices. Lorsqu'on dit que la preuve, parce qu'il faut le dire clairement, parce que lorsqu'on dit que la preuve est confondue à la source, on ne vous demande pas la source. On vous demandera alors de dissocier la source et la preuve. Parce que la preuve... Même voilà que c'est confondu à la source. Voilà, lorsque mais vous dites que... vous voulez qu'on puisse non, c'est que là, c'est que c'est vous qui le dites. C'est vous qui dites que la preuve est confondue à la source. C'est-à-dire, le législateur, lui, ne demande que la source. Ce que vous pensez de la source, c'est pas ce qui l'intéresse. Donc, il vous demande des preuves. Un point, un trait. Et je crois que c'est moins demandé que de demander la preuve. Et puis, ce qui est heureux, c'est que le journaliste n'est pas obligé de fournir sa source. Sinon, en d'autres temps, on aurait pu tout simplement prendre le journaliste, l'emmener quelque part pour le faire parler, pour lui dire que d'où tenez-vous ces informations. Le Togo avance quand même. Aujourd'hui, il est question d'aller parler publiquement devant le juge et que chacun apporte son argument ou à défaut d'apporter la preuve. Devant les juges, il n'est plus question d'argumenter lorsqu'il y a diffamation. On apporte les preuves pour étayer ce qu'on a dit. Et lorsque la preuve n'est pas apportée, je crois qu'il y a quelque chose qui reste à faire au niveau du journalisme. Et on espère que en appel, on va que le journal va aborder. On sera situé. Voilà. Non, voilà. Donc, parce que c'est une affaire qui est encore pendant devant les juridictions. On ne peut pas tout de suite conclure cette affaire-là. C'est pourquoi de toute façon, c'est pas nous qui concluons. Le confrère a fait cette démonstration, mais le juge donc de TPI a jugé cela presque insuffisant et l'a condamné. Maintenant, voilà que le confrère dit qu'il va s'agir donc la juridiction de recours. On verra ce qu'il en sera et après on avisera. Mais voilà. En même temps, puisqu'on voit depuis que le verdict est tombé, c'est un coup près qu'on fait tomber sur la justice. Elle n'est pas impartiale, elle n'a pas dit le droit, elle n'a pas dit si. C'est moi qui réponds à cette question. C'est moi qui réponds à cette question parce que il a déjà parlé de la justice. Je crois que dès l'entame oui, je sais, je vais passer 1 minute pour parler après. Pas indulgence. Oui, voilà, pas indulgence, merci. Parce que il a déjà répondu à cette question pour dire que la justice togolaise, on dirait que c'est une justice à deux vitesses. C'est ce qu'il a commencé à dire d'entrée lorsque le sujet est abordé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on a beaucoup parlé de la justice togolaise. On l'a tellement mal affiché sur des tableaux aussi sombres que lorsque cette justice-là fait même un bon procès, on a l'impression que c'est un mauvais procès. Ouais. Quel est le mauvais procès demandant, par exemple, que quelqu'un apporte la preuve? C'est comme si je dis la chose autrement, je le grossis pour que les gens puissent bien comprendre, surtout pour que Béni puisse bien comprendre. C'est comme si vous êtes installé sur un terrain. Quelqu'un vient vous dire que vous avez construit sur son terrain. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous apportez les preuves de possession. Est-ce quand le juge demande cela, est-ce que vous dites que le juge est corrompu ou bien c'est un juge marron?
Non, le juge demande, apporte, parce que celui qui vient vous dire que vous avez construit son terrain a sans doute apporté un titre de propriété. Oui. Qu'est-ce que le juge fait? Il vous demande, vous, votre titre de propriété pour faire la comparaison. C'est ce qu'on appelle élément de preuve. Lorsque vous n'apportez pas cela et vous dites au juge que moi, mon titre de propriété se trouve dans un coffre en Suède, on dira qu'à Beaumenti vient de loin et vous serez condamné. Ce n'est pas cela. Mais qu'est-ce qu'on dit maintenant dans ce procès-ci? Lorsqu'on demande la preuve, on trouve que la justice est mal fichue. Maintenant, il peut répondre. C'est lui qui pose la question maintenant. Je te laisse la parole. Puisque je peux lui répondre s'il veut. Non, écoutez, ce que nous disons ici, parce que les gens nous suivent, il faudrait quand même qu'on soit clair. Absolument. Je dis que le journaliste, devant donc le juge, dit que sa preuve est confondue à la source. C'est lui qui le dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai bien dit. Il a dit que sa preuve est confondue à la source. Peut-être que c'est la stratégie de la défense, ne serait-ce pour se tirer d'affaire. Maintenant que devant le juge a trouvé que, du moins, les arguments ou la démonstration donc, de la défense, que ce n'est pas assez, c'est insuffisant. Hein, ne serait-ce que pour les disculper, il les a condamnés. Non satisfaits, nos amis ont choisi donc de faire interjeter appel. Voilà, de la décision. Maintenant, en tant que journaliste, ça c'est l'information, c'est le factuel, ce qui s'est passé que je viens de dire. Maintenant, en tant que journaliste, lorsque vous avez une information à passer et que c'est une source qui vous révèle l'information, il serait donc mieux d'avoir les preuves avec vous que de l'avoir ou de laisser cela à la source. Si demain la source n'existe plus, vous serez condamné. C'est là où je dis que peut-être qu'au niveau donc de la défense, c'était pas bien ficelé. C'est à mon avis. Je suis pas avocat. Je sais pas, peut-être c'est leur stratégie de défense qui n'a pas marché. Maintenant, ils veulent toujours continuer. On verra ce que ça va donner. Maintenant que quand d'autres passions rentrent dedans, je crois que ça aussi, c'est autre chose. Et comme depuis le début de cette affaire, on a dit ici que en tout cas, tout le malheur qu'on peut souhaiter aux confrères, c'est d'avoir les preuves donc, de ce qu'il a avancé. Messieurs, c'est vendredi. Et vous savez que vendredi, à la fin de l'émission, on donne les notes. C'est de 0 à 10. Vous allez donner la note à quelqu'un ou à n'importe quoi qui vous aura marqué, vous expliquer. Oui, j'ai une pensée particulière pour le ministre de l'enseignement du second degré, premier, second degré, monsieur Kokoroko. J'ai senti l'existence de J'ai senti l'existence de ce ministère-là depuis quelque temps. Je l'ai mieux senti que par tous les temps. Et j'ai senti que c'est un ministre vif qui entreprend, qui est audacieux. On va voir ce que les différentes décisions qu'il a eu à prendre ces derniers temps en abordant cette rentrée-là ont été des décisions très innovantes. Et on espère que ça va donner des actes probants. Ouais. Et 10, vous lui donnez non, je lui donne pour cette rentrée-là, qu'il vient d'entamer sa fonction. Pour le moment, je lui donne 8. Sur 10. Ouais, sur 10. Sylvestre. Mais je crois que si j'avais commencé, ce serait la même chose. Oui, il faut dire que c'est un ministère qui commence à impacter positivement d'ailleurs. Même jusqu'au japonais, même hier ou avant-hier, il a fait signer un contrat avec une société de téléphonie mobile et l'institution technique et tout ça. Je crois qu'avec, si on a ces champs donc, de partenariat avec nos écoles qui tirent parfois qui traînent parfois, je crois que ça peut avancer. Et puis, lorsque vous voyez le dynamisme qu'il est en train donc d'impulser à ce ministère-là, je crois que s'il reste donc dans cette dynamique, je crois que ça peut marcher. Il est vrai que quand il était donc président de l'université de Lomé en 4 ans, il a transformé quand même cette université. Aujourd'hui, il imprime cette marque-là. C'est la même note. Oui, bon, peut-être que 8, bon, je trouve que c'est pas mal. C'est peut-être ce qu'on dit, the right man at the right place. Merci à tous. Continuez de vous protéger contre le coronavirus.